Bonjour à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du nord de la France et désormais au-delà, à la rencontre de ceux qui, en France, innovent dans l'économie circulaire et le changement de nos modes de consommation. Je suis persuadée que chacun peut agir pour faire bouger les lignes. Alors, explorons ensemble les possibilités infinies de notre action. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail et si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, attribuez à La Boussole une note 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast. Je suis ravie de vous faire découvrir Loïc Ouattara, qui a lancé avec son père Ludovic Jobacash, mais aussi Jobaker et Autolib en Côte d'Ivoire. La voie vers l'entrepreneuriat n'était pas toute tracée pour Loïc, mais depuis qu'il s'est lancé aux côtés de son père, il ne s'arrête pas d'entreprendre, avec 2 valeurs clés, solidarité et bienveillance. Loïc nous parle de la création de Jobacash, des aspects techniques mais aussi financiers, qui sont autant de défis à relever avec un objectif, proposer une solution simple, pratique et sécurisée de transfert de services à l'étranger. Dans les différentes étapes de la création de Jobacash, Loïc a pu s'appuyer sur le Startup Launchpad de VH, Amiens Cluster, Euratechnologies, et il a également été accompagné par Diversity Days. Vous le verrez, Loïc ne va pas s'arrêter là, et je vous invite à suivre la suite de son aventure entrepreneuriale. Avec Loïc, nous avons parlé d'entreprendre en famille, de solidarité, de diversité, de tracer son chemin, de rêve et de magie. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Jobacash, ainsi que toutes les personnes et initiatives citées pendant notre échange. Je ne vous en dis pas plus, et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Loïc. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole sur la recommandation de Gavin de Safac, qui avait été un des invités du podcast et qui m'avait dit que ce serait hyper intéressant de te rencontrer. Donc je suis ravie que tu aies accepté. Donc si tu es d'accord, on va revenir ensemble sur ton parcours. Donc tu me disais, on échangeait un petit peu avant de commencer l'enregistrement, que tu n'as pas eu une voie toute tracée. Tu t'es un peu cherché, tu veux nous raconter ces premières années du coup, après le bac? Ouais, avec plaisir. Merci également pour l'accueil. Merci à Gabin de m'avoir recommandé. J'ai pas eu un parcours atypique. Je suis quelqu'un qui était un adolescent un peu rebelle, si je peux dire ça comme ça maintenant avec le temps. Je me suis longtemps cherché après le bac, où j'ai arrêté mes études et j'ai enchaîné beaucoup de petits boulots en intérim, et puis jusqu'au jour où on se pose la question, un peu comme tout le monde, qu'est-ce qu'on veut réellement faire de sa vie, et ce qui nous touche, et ce qui nous plaît. Et moi je suis un grand fan des séries TV, Netflix, et notamment les séries avec les avocats. Donc ça me plaisait, et je m'étais toujours dit pourquoi pas un jour, si je tente quelque chose, le droit. Et voilà. Et là, du coup, tu fais en cours du soir, c'est ça, tu me disais? C'est ça, exactement. Alors là, je trouve une formule assez sympathique pour moi, qui me permet de continuer à bosser, donc à gagner ma vie, à faire une capacité en droit à la fac de Lille 2. Donc c'était tous les soirs et le week-end, donc j'enchaînais directement après. Après cette capa, c'était sur 2 ans, on a la possibilité d'intégrer une licence. Donc je me suis posé encore une fois la question, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer après ça? Mais on se rend vite compte qu'avec une capa, on peut pas faire grand chose. Qu'il faut pousser plus loin du coup. Qu'il faut pousser plus loin, et nous aussi revoir nos objectifs. Donc j'enchaîne sur une licence, et derrière sur un master. Donc c'est très valorisant, très fier d'avoir réussi à faire ça, parce que la petite histoire, c'est que le premier jour dans l'amphi en capa, j'étais à 2 doigts de repartir. Ah ouais, à ce point-là? J'étais à 2 doigts. C'était l'été, donc en amphi au 3e étage, donc super chaud dans la salle, plus de 150 étudiants, et là je vois le grand soleil en me disant bon, peut-être aller boire une bière dans les bars en face, et j'ai décidé de rester. Qu'est-ce que je fais là et tout. Totalement. Mais j'ai décidé de rester, et c'est la meilleure chose que j'ai faite. Ouais. Et donc une fois que tu as ce master en droit,
Qu'est-ce que tu décides de faire en fait? Je bossais pour une boîte d'archives. Okay. Voilà, pour pas citer le nom. J'ai continué à bosser pour eux. J'intègre un peu le service juridique en tant qu'assistant. Ça me plaît. Je découvre également un petit peu le métier. Et très rapidement, en fait, j'ai une opportunité qui se présente à moi avec Ludovic, mon père, qui est associé également dans Jobacash. On y reviendra un peu tout à l'heure. Et cette opportunité, elle est suite à un drame familial. Malheureusement, on perd quelqu'un de très cher dans la famille et qui nous pousse en fait à revoir un petit peu le mode de fonctionnement des aides financières qu'on apporte aux familles qui sont restées en Afrique. Ok. Donc c'est là que naît l'idée de Jobacash en fait. Totalement. C'est pas au moment du décès que l'idée naît réellement, mais les discussions qu'on a pu avoir par la suite, parce qu'on s'est posé la question, on a eu un soutien financier, un soutien moral avec les appels téléphoniques, les écoutes, et malgré ça, on n'a pas réussi à le garder avec nous, malheureusement, et on a identifié le problème. C'est l'argent qu'on a envoyé qui était mal fléché, destiné à une mauvaise utilisation, et nous, on a décidé de créer un système qui permet de cibler directement l'argent que l'on envoie vers la santé ou vers l'alimentaire pour être sûr que nos proches prennent bien soin d'eux. Oui, parce que du coup, le principe de Jobacash, c'est en fait des tickets en fait finalement que les personnes peuvent utiliser selon une destination assez précise, et donc ils peuvent le recevoir directement sur leur smartphone, parce que c'est plutôt pour les personnes qui sont restées au pays entre guillemets, donc que ce soit à la fois en Afrique, en Asie. Enfin, j'ai vu que c'est dans plus de 140 pays que ça pouvait être utilisé. Et donc l'objectif, c'est que les personnes qui n'ont pas forcément de compte bancaire, parce que c'est ça aussi, voilà. La grosse problématique aussi de l'Afrique, c'est un continent qui est pas beaucoup bancarisé, donc le système qui marche ici en Europe avec les virements SEPA ne fonctionne pas de la même façon en Afrique. C'est un système de mobile money où les opérateurs téléphoniques ont su créer un système qui permet d'avoir un porte-monnaie sécurisé adossé à son numéro de téléphone, à son portable, qui permet de recevoir des paiements sur ce numéro et de pouvoir effectuer des paiements grâce à la technologie NFC des smartphones directement en magasin, ce qui évite le fait d'avoir un compte bancaire. Donc il nous fallait réfléchir à une solution qui permet d'arriver directement sur le smartphone, donc leur mode d'utilisation, et une solution également qui est sécurisée, qui permet de rassurer également la personne qui va délivrer les soins. Donc les établissements de santé avec lesquels on travaille, d'où le système Jobacash qu'on a mis en place, un système de tickets ou une opération simple comme un transfert d'argent que vous faites chez n'importe lequel des Western Union, MoneyGram pour en citer plusieurs. Vous remplissez les coordonnées de la personne de votre choix, de votre famille sur votre smartphone à l'aide de l'application Jobacash. Vous validez, vous payez avec votre carte bancaire en ligne et automatiquement la personne reçoit sur son smartphone par email et par SMS un ticket virtuel d'une valeur et qui lui donne le droit à avoir des soins de santé dans le réseau de partenaires avec nous en Afrique. D'accord, ok. Et du coup, j'avais lu, je crois qu'entre ton papa et toi, vous étiez aussi répartis les rôles, et que donc lui était plutôt chargé d'aller trouver les partenaires en Afrique pour du coup pouvoir utiliser les tickets Jobacash. Totalement. En fait, c'est après, je pense que c'est dans toute entreprise où on a un associé ou plusieurs associés, c'est de savoir bien définir les rôles, les tâches de chacun pour mener à bien les missions. Ludovic a un large réseau. Il a énormément travaillé en Afrique et en Europe également. C'était beaucoup plus simple pour nous que ce soit lui qui s'occupe de tout ce qui est stratégie et relations avec les partenaires, et que je sois plus dans l'opérationnel au quotidien avec la gestion justement de l'acquisition de ces partenaires et le développement de notre solution. D'accord. Donc on s'est bien réparti les rôles ainsi, et ça évite les prises de tête. Oui, c'est bien, quand chacun a un peu son domaine, au moins il y a pas trop d'embrouille entre associés, c'est plus simple. Totalement. Et donc vous avez été incubé, j'ai vu, dans plusieurs incubateurs, d'abord chez OVH, c'est ça, et après il y a Amiens. C'est ça, il y a Amiens Cluster, il y a Euratechnologie, il y a Diversité également. Bon, je vais essayer de si tu veux nous raconter un petit peu, voilà. En fait, quand on crée la boîte, le premier soutien que l'on a, c'est Amiens Métropole, parce qu'on crée la boîte sur
sur Amiens, sur la ville d'Amiens, Okay. où Ludovic a son domicile. Voilà, c'est l'ancien, hein, donc c'est plus simple pour lui de se déplacer à Amiens à côté de chez lui que moi. Donc je faisais les allers-retours. D'accord. Donc Amiens qui nous accompagne, donc avec les pépinières d'entreprise, où on met à disposition des locaux justement. Derrière, on a OVH, Oui. puisqu'il nous fallait créer une autre solution. Avoir des hébergements web, des serveurs. Donc OVH avait un système d'incubation en donnant du crédit justement pour des serveurs, pour utiliser des serveurs et donc tout ça. Plus la partie infrastructure C'est au ça. final, d'accord. Totalement. Okay. Donc il nous accompagnait sur ce domaine-là. Derrière, on a eu Diversity Days qui est arrivé également, qui est un programme justement qui met en avant, en lumière, si vous voulez, des personnes issues de la diversité et qui ont justement des entreprises un peu comme la nôtre, tech, et sous-représentées, voilà. Et formidable accélérateur, formidable mise en lumière sur lequel on a pu bénéficier. Et derrière, grâce à ça, on arrive à Euratechnologie. D'accord. Puisque la soirée tremplin s'est passée dans l'auditorium d'Euratechnologie. Et grâce à ça, on intègre après l'incubateur Euratech et Falk. D'accord, bah oui, justement. forcément. Ouais. Et puis du coup, j'avais vu, tu avais dû quand même parler devant un sacré public, je crois, dans le cadre des Diversity Days, c'était ça, non? Ouais. J'ai vu quelques articles de presse. Ouais, c'était mon baptême. Hein, Baptême du feu, allez. Devant tant de personnes, c'était mon baptême, micro à la main. Mais ce qui est super génial avec les Diversity Days, c'est qu'on a été coachés. Donc on a eu des accompagnants, notamment l'équipe Punchy qui est venue nous coacher sur la prise de parole. Je pense également à Emmanuel Chila également qui nous a coachés sur la gestuelle sur scène. Donc on a eu vraiment de quoi être prêt le jour J. Oui, pour savoir pitcher quelque part, c'est ça. C'est quand même un art aussi, ça s'apprend quoi. On s'improvise pas à faire ses premiers pitchs pour convaincre. En tout cas, il vaut mieux être bien préparé. Ah mais c'est clair qu'il y en a eu, il y en a eu des séances d'essai où on n'était pas convaincant du tout. Mais pourtant l'idée est toujours bonne, hein, mais on n'était pas convaincant. Et puis au fur et à mesure, on prend en fait confiance en soi et ça se passe bien. Et le jour J, peu importe en fait, si on est convaincant ou pas, l'essentiel c'est que le message soit passé. Et c'est le message là, en l'occurrence, il est passé. Ok. Et donc du coup, Joe Bakash, maintenant, ça représente combien d'utilisateurs? Enfin, je sais pas quelle unité de mesure vous avez pour voir la progression en fait de la startup. Ouais, donc en fait, il y a eu plusieurs phases là dans Joe Bakash. La première phase, c'était de mettre en place le système, donc le réseau de partenariat. La deuxième phase, c'était d'avoir les utilisateurs en bêta justement, qui puissent nous donner leur retour et utiliser justement tout ça. Ça s'est clôturé cet été. D'accord. Où on avait à peu près 2000 utilisateurs sur l'application qui ont pu tester quotidiennement les services de Joe Bakash. Il nous a permis d'améliorer. Ils continuent d'ailleurs d'utiliser toujours les services. Et là, on prépare une nouvelle version à plus grande échelle pour le plus grand public, où on a été beaucoup plus loin dans l'inclusion sociale, mais également financière. D'accord. Cette version-là va comporter un portefeuille sur lequel on pourra recevoir et envoyer de l'argent, toujours pour la santé, pour l'alimentaire, mais également en cash pour soutenir des projets ou soutenir d'une autre façon sa famille. Okay. On voulait un service 360 qui permette de répondre au plus grand nombre d'utilisateurs. Et j'avais vu qu'il y avait un partenariat avec une assurance, je crois, pour les retards, les retards d'avion, des choses comme ça. Ah, tu fouines bien, Claire. Ouais, oui. Je prépare un peu quand même. Exactement, on a signé un partenariat avec Moonshot Internet, qui est une filiale en fait, la start-up de la Société Générale, sur lesquelles on propose sur notre application mobile justement des assurances, indemnisations pour les retards au départ et à l'arrivée des vols en fait à destination de n'importe quel pays dans le monde. Et même, je crois, il pouvait être dans un salon lounge avec la famille. C'est ça, aussi, mais totalement. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est quand votre vol est en retard et que vous avez pris un billet en éco, vous êtes dans les halls d'aéroport en train d'attendre comme des personnes, voilà. Et ça, c'est très dommage. L'assurance là vous permet de pouvoir accéder à des lounges, d'attendre de manière décente en fait, que le vol puisse décoller, être reprogrammé et avoir accès à de la restauration également sur place. D'accord. Ou une deuxième possibilité de pouvoir toucher une petite indemnisation si vous le souhaitez à la place du lunch. Ok. Voilà. D'accord, super. Et donc j'ai vu que vous aviez lancé aussi Joe Baker. Donc là, c'est plus sur l'aspect visioconsultation, c'est ça? C'est ça, totalement. En fait, Joe Baker, c'était une réponse à la pandémie mondiale que l'on connaît tous et qui continue malheureusement encore actuellement.
L'Afrique a été touchée également, et en tant qu'opérateur qui travaille en Europe pour les diasporas, mais également en Afrique avec nos partenaires santé, on avait une responsabilité, celle de pouvoir apporter également une réponse claire, précise, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec JobaCare, donc une plateforme, si vous voulez, de télémédecine, de télésanté, qui permet à distance de pouvoir avoir des rendez-vous médicaux avec son médecin ou n'importe quel praticien en ligne, un peu comme un Doctolib. D'accord. Cela, on l'a mis gratuitement en place pour les partenaires de santé qui l'utilisent également encore aujourd'hui. C'est toujours en phase bêta, et on projette au mois de mars de l'ouvrir vraiment au grand public, c'est-à-dire même les partenaires qui ne sont pas dans notre réseau pourront l'utiliser. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que c'est aussi une problématique d'accès aux médecins, j'imagine. Dans les différents pays d'Afrique, il y a quand même des zones où il y a très compliqué, et là au moins ça permet d'avoir un accès facilité. Et ben, c'est ce que nous c'est ce qu'on voulait faire également avec JobaCare, c'est de se dire que pour la santé, il fallait que dans les points les plus éloignés, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, dans les villages, il fallait qu'il y ait un point santé disponible pour nos patients. Enfin, nos patients, nos utilisateurs, nos clients. Il fallait qu'il y ait un point. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, justement. On est très fiers de ça. Ne pas oublier ces zones, justement, éloignées. Et donc, c'est vrai qu'il y a une vraie approche à la fois solidaire et bienveillante. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois, en lisant, en m'informant pour préparer notre rencontre. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait, une vision business. JobaCare doit être rentable. Voilà. J'imagine qu'il y a peut-être une commission qui est prise, mais qui avait quand même avant tout une grande bienveillance pour apporter aussi du soutien aux familles qui sont restées au pays, quoi, finalement. Bah totalement clair, c'est l'essence même de JobaCare, de toutes les entités qui vont peut-être venir par la suite. C'était le partage, la solidarité, rendre ce que l'on a pu avoir, notamment ce que j'ai pu avoir, la chance de grandir dans un super pays qui est la France, pour avoir accès à l'éducation, et on se doit de rendre, quand on fait partie de ces communautés-là, une partie de ce qu'on a reçu et que d'autres n'ont pas eu, en créant justement des services comme ceux-ci. D'accord. Et Joba, ça veut dire quoi, du coup c'est la magie, ça exprime la magie, l'espoir un petit peu, si je dois le traduire, et c'est super sympa parce que même le logo est très identitaire, très marqué. Et là, comment tu vois la suite pour JobaCare? C'est quoi les prochains projets? C'est donc le lancement grand public? Ouais, donc la nouvelle version grand public qui devrait arriver fin janvier, début février. Donc on est plus très loin dans les dates. Oui. Je pense qu'à la diffusion du podcast, il faudra pas hésiter à les télécharger. Donc voilà, un peu de publicité également. Oui. Donc voilà, ça c'est les grandes dates, les grandes qui arrivent très prochainement. Et le deuxième objectif pour nous, c'est dans le maximum de pays d'Afrique, avec notre solution pour répondre en fait au maximum de diaspora africaine qui se trouve ici, et je dirais même sud-américaine, et pourquoi pas dans un troisième temps asiatique. Oui, parce que finalement il y a des communautés issues de plein de pays différents qui ça peut vraiment répondre à un besoin un peu partout dans le monde, en fait. Partout, et je dirais même avec le temps, le recul, malheureusement, ça répondrait même à un pays comme la France où on a beaucoup de personnes en situation justement de besoin, et ce genre d'aide, de partage pourrait être également utile pour certaines personnes. Ouais, tout à fait. Ouais, un peu comme des tickets suspendus que t'as dans les. Ouais. Parce qu'après, des fois, tu connais peut-être pas forcément quelqu'un dans ta famille qui est nécessairement dans le besoin, mais tu peux vouloir aider quelqu'un, un proche, ou quelqu'un qui a besoin d'un rendez-vous chez le médecin et qui peut pas se l'offrir, ou qui a besoin de manger quelque chose et qui a pas forcément les moyens. C'est ça. Et ça, on s'est rendu compte que c'est une solution qui peut être également utilisable ici. Et dans les prochaines étapes également, on parlait également en interne de pouvoir mettre en place le fait de pouvoir soutenir tous les mois une personne au hasard tirée d'une association pour des besoins de santé, des besoins de scolarité, des besoins alimentaires. Et là, ça serait ouvert à tous. N'importe qui, pas forcément besoin d'avoir un proche en Afrique, juste le besoin d'avoir l'envie d'aider son prochain. D'accord. Oui, puis en plus, c'est vrai que, de ce que j'ai lu,
il y a quand même aussi des gros besoins dans le cadre, enfin à cause de la pandémie et du Covid-19. Il y a certains pays où les écoles vont seulement réouvrir maintenant. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même j'imagine des gros besoins d'accompagnement aussi sur le volet scolaire pour que les enfants retrouvent le chemin de l'école. Totalement. Il y a des gros besoins sur le volet scolaire, il y a des gros besoins sur le volet associatif également. Je sais à l'heure où on tourne ce podcast-là que la Côte d'Ivoire, dans un prochain temps, réfléchit également à instaurer un couvre-feu avec le variant du virus qui arrive également sur place. Ça, c'est les infos que j'ai eues ce matin. Donc, toute éventualité, et dans ce souci-là, c'est l'éducation qui trinque, c'est la jeunesse qui trinque, c'est beaucoup de choses. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Et donc, t'es passé par quand même pas mal d'incubateurs. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, dans le projet ? Une vision différente à chaque fois. Parce que en fonction de la personne, de toute façon, de l'interlocuteur, la compréhension du projet n'est pas la même et ça nous amène à une réflexion qui peut être différente. Et ça, c'est important. C'est pour ça que on dit toujours, c'est sympathique d'aller présenter son projet à un plus grand nombre, de se vacciner un petit peu contre ça pour avoir des super retours et pouvoir améliorer certains points auxquels on n'aurait pas prêté attention. Ouais, puis du coup, c'est vrai que c'est des incubateurs que j'ai moins vus, tu vois, OVH, je savais pas qu'ils faisaient un programme comme ça. Après, c'est vrai que même au niveau d'Amiens, voilà, c'est quand même on en entend un petit peu moins parler. Néanmoins, l'accompagnement, il est quand même... Néanmoins, l'accompagnement est là et en plus, je dirais qu'il y a moins de startups que peut-être qu'à Paris ou à Lille. Et donc, l'accompagnement est 2 fois plus, je veux dire, proche. Proche, une forte proximité du fait qu'il y ait peut-être un peu moins d'entreprises numériques sur ces régions-là. Ok. Et comment t'arrives à gérer ton équilibre vie pro, vie perso ? J'imagine que ton quotidien doit être bien rempli. Alors mon quotidien était hyper rempli avec les activités professionnelles et depuis 2 semaines il est encore plus fourni avec l'arrivée de mon garçon. Génial, félicitations. Merci beaucoup. Donc alors on dort. Déjà que je suis pas quelqu'un qui dormait beaucoup, donc je dors un peu moins encore. mais c'est que du bonheur, c'est top. Ouais, génial. Ouais, c'est chouette. Mais ça, et t'arrives un petit peu à faire du sport Alors j'étais quelqu'un qui faisait du basket. Malheureusement on peut plus jouer, on peut plus aller dans les salles. J'aimais bien faire un peu de muscu, on peut plus non plus. Alors le sport qu'il me reste, c'est de m'entretenir un peu à la maison, mais c'est compliqué en ce moment. Oui, forcément. Et du coup, donc tu vas encore souvent à Amiens pour faire des points avec ton père, et vous êtes juste tous les deux ou est-ce que l'équipe elle s'est un peu agrandie ? Non, l'équipe s'est étoffée, on a fait rentrer un 3e partenaire donc dans la direction avec nous en tant qu'actionnaire, donc Claude Roisin. C'est un expert en digital banking et qui en fait nous accompagnait dans toute cette digitalisation, cette solution financière un petit peu qui vient avec ce portefeuille. C'est lui qui s'occupait de toute cette phase-là. Donc merci Claude pour les nuits à rallonge que tu as pu passer, et voilà, on te remercie énormément. L'équipe s'est également étoffée parce qu'on a mis en place un bureau sur place en Côte d'Ivoire, donc on a des gens qui gèrent justement la relation avec les partenaires sur place. D'accord. Une équipe qui travaille au quotidien. Voilà. Ok. Ouais, donc ça, Jobacash grandit petit à petit. Quoi. Ouais, on grandit, et c'est le moment, si vous souhaitez rejoindre une aventure dynamique, solidaire, humaine. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. info@jobacash.com. Ça recrute. Totalement. Même pour les stages de fin d'études, j'imagine. Même pour les stages. Tout, ok. Totalement, parce que j'ai participé avec la Fondation TF1 à Tous en stage. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur plusieurs collèges. Bon, malheureusement, c'était en visio. Où on peut remarquer qu'il y a un vrai dynamisme au niveau des jeunes pour l'entrepreneuriat, et c'est important qu'ils puissent avoir des retours comme ça d'expérience. Voilà. J'ai fait un collège en plus en Guyane, super dynamique. Ouais, je pense c'est que pour les jeunes la situation elle est quand même compliquée, et je pense qu'ils ont plein d'idées, envie de faire plein de choses, et qu'il y a juste à les encourager pour que ça débouche peut-être sur des
nouvelles entreprises dans quelques années. C'est ça. Bon, il y en avait un qui voulait pas me donner son idée. Il a peut-être peur que je lui pique son projet. Je l'ai rassuré que non. Que je voulais bien l'aider. T'as déjà bien à faire, je pense, avec toi, peut-être tes propres idées en plus. Parce que du coup, t'as d'autres choses en tête, d'autres services que tu voudrais développer? Ouais, alors totalement différent. On a lancé là en Côte d'Ivoire avec mon père toujours. Oui. Je suis son fidèle associé et il pourra dire que il est mon fidèle associé aussi. Business en famille. Totalement. On a lancé en fait Autolibre en Côte d'Ivoire, qui est une solution d'autopartage de véhicules, de motos, de vélos, et qui est un service également de livraison. Qu'on a le service de livraison qui est récent, qui a démarré le 24 décembre. Okay. Et c'est pas mal. Aujourd'hui, on est à plus de 2000 colis livrés. C'est chouette. Ouais, ça prend vraiment, ça prend vraiment bien. Et ça continue. Et notre objectif, c'est arriver avec ces locations, avec des engins électriques dans le but de préserver la planète et l'environnement. D'accord. Puis quitte après à lier toutes les activités des livreurs qui apportent les produits commandés via Joe Bacash. Ah, Claire, tu m'ôtes les mots de la bouche. Voilà. Et la boucle est bouclée. Totalement. Et est-ce que tu arrives, comment t'as réussi, tu vois, à passer finalement tu travaillais dans le droit, à aller vers une start-up. Alors il y a eu ce drame familial. Mais comment toi t'as vécu ce changement finalement? T'étais dans une entreprise, on va dire dans un métier qui t'intéressait. Comment tu l'as vécu? Ça m'intéresse aussi ça. Bah le seul changement qu'on peut ressentir, c'est la charge de travail qui est plus importante quand on est à son propre compte. On bosse pour soi, donc on fait beaucoup plus attention aux choses, hein. Non pas qu'on n'était pas rigoureux dans le travail qu'on avait à effectuer, mais là on l'est encore plus. Et elle se trouve aussi dans la rémunération. Là, on est payé et on sait qu'on a une rémunération qui tombe tous les mois. Que l'on fasse notre travail ou que l'on fasse pas, on sera payé. Après, c'est sanction ou pas de l'entreprise. Et là, quand on est à son compte, la rémunération, il faut aller la chercher. Oui. Il y a personne qui va nous la donner ou qui va nous faire le virement tous les mois. Et c'est une grande particularité, c'est quelque chose à prendre également en compte, c'est de traverser. Où on est dans un milieu professionnel, privé, on est rémunéré. On se lance à son compte et on n'est pas rémunéré tout de suite. C'est à prendre en compte dans son parcours quand on décide de se lancer. C'est très important également. Oui. Après, c'est vrai que en France, on a quand même la chance d'avoir pas mal à la fois des prêts d'honneur, des choses. Enfin voilà, on peut avoir le chômage, on peut cumuler avec notre chômage. Il y a pas mal de choses à aller chercher, mais c'est important de le dire également parce que dans la réflexion, ça peut, on peut ne pas penser ça, se dire que c'est différent. On va avoir ça et on va avec un prêt d'honneur. Non, mais le prêt d'honneur, je prends l'exemple du réseau Initiative Somme où on a eu un prêt d'honneur de 10 000 euros, mais c'est 10 000 euros. Donc, il y a forcément un moment avec cette trésorerie-là, on peut pas forcément se payer parce qu'on doit payer d'autres choses pour avancer. Oui, ce que nous a dit, c'est quand même de développer l'entreprise que tu crées. C'est ça. Donc c'est pas, en fait c'est de l'argent de développement, c'est pas fait pour te rémunérer. C'est ça. Mais il y a des choses qui s'appellent BPI qui permettent de justement cumuler tout ça et d'aller chercher des sommes plus élevées pour le développement et plus. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est tout un système d'accompagnement qui est pas neutre en fait quand on se lance. Parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre aussi. On peut avoir une bonne idée, mais si on n'arrive pas à avoir les financements pour la mettre en place, parce que comme tu disais, il y a tout l'aspect serveur, infrastructure, créer une application, il faut trouver des développeurs. Enfin, tout ça, c'est pas gratuit. Oh, pas du tout. Et en plus, ça donne des maux de tête. Oui. Donc, faut faire ça fatigue, ça donne des maux de tête. Donc non, il faut vraiment. Je dis toujours, le plus important dans une entreprise, c'est l'équipe. L'équipe qu'on va réussir à mettre en place, que ce soit avec des freelances que l'on prend. Si on arrive à bien choisir les personnes, bon, c'est toujours compliqué, ça va nous ôter des sacrées nuits blanches. Ouais, c'est sûr. Et là, du coup, pour le développement, vous avez travaillé avec des freelances pour la partie. Alors nous, sur la première partie, on a travaillé avec une entreprise, un freelance une entreprise qu'on a pris en freelance pour bosser, qui nous a permis de développer. Et puis très rapidement, on a pris quelqu'un en interne, justement parce qu'on s'était dit s'il y a des erreurs, il y a des soucis, vaut mieux avoir la personne avec nous qui a pu également être formée par le code de l'entreprise et pouvoir réagir tout de suite.
Et ça s'est avéré bénéfique parce qu'on a eu justement des soucis, mais on avait des gens en interne qui ont pu gérer rapidement ces problèmes. Oui, ça peut être rectifié tout de suite, de pas devoir attendre que la demande soit prise en charge, etc. Et, ouais, totalement, exactement. Ça, c'est quelque chose. Hein. À voir si on peut avoir sa propre équipe IT de développement, c'est magnifique, c'est le top. Après, c'est des raisons financièrement, si on peut pas, on peut pas. On va là où on trouve ce qu'il nous faut. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que surtout quand on est en B2C comme ça, il faut la réactivité. J'imagine que c'est ce qui fait aussi la différence s'il y a un bug ou un truc comme ça à corriger. Service clientèle dans le B2C, le service clientèle très important à respecter. C'est ce qui fait toute la différence entre certaines entreprises pour lesquelles on va faire ce service-là parce qu'on sait qu'il y a une réactivité au niveau du service clientèle. S'il y a un souci, on nous répond tout de suite ou on est indemnisé, on nous rembourse rapidement. Avec d'autres services qui peuvent être sexy en apparence, mais dès qu'on a un souci, on est totalement seul. Et là, je peux vous dire que quand on est totalement seul, c'est compliqué. Je peux te dire ça, c'est compliqué. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Ah, c'est génial. Je trouve ça super, tu vois, cette idée, ce projet que vous avez eu, et de le faire en famille, c'est super chouette. Et donc les rôles sont répartis, et ça va, du coup, ça... Des fois, de travailler en famille, en plus avec son papa, c'est pas toujours évident. C'est pas je pense qu'il va écouter le podcast, donc je veux pas trop dire de mauvaises choses. Non, c'est pas évident. Il faut qu'on se dise les vérités aussi. C'est pas évident de travailler en famille. Il faut vraiment trouver ses marques. Voilà. Et comme je dis, les rôles permettent justement de trouver ses marques. Et après, il y a également la frontière. À quel moment où on parle business et à quel moment où là on parle plutôt un fils parle plutôt à son père ou un père conseille plutôt son fils. On a réussi à trouver ce juste milieu là, mais c'est pas évident parce qu'on peut s'appeler. À l'époque, on s'appelait au moins 10 fois par jour et on savait plus où était le familial du professionnel. Et donc on a réussi à trouver des systèmes qui nous permettent. Ok. Le boulot, c'est de telle heure à telle heure, mis à part s'il y a une urgence. Sinon, après, on sort de ce cadre-là quand même pour avoir notre relation à nous quand même. Oui, tout à fait. Et tu penses que ton père t'a inspiré aussi ? Enfin, le fait qu'il ait bossé dans les télécoms pendant 30 ans, qu'il ait finalement un parcours aussi d'entrepreneur. Est-ce que pour toi, ça a été une source d'inspiration ? Je dirais oui, hein, forcément, ça a été une source d'inspiration. Les modèles que l'on a quand on est gamin, c'est les parents. Hein. Oui. Après, c'est les sportifs à la télévision, mais c'est les parents. Oui, il a été un modèle. Hein. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour avoir ce qu'il a eu. Donc, et pour en arriver là aujourd'hui. Donc, ouais, c'est un vrai modèle. Je prends exemple sur lui, sur plein de points. D'accord. Et tes frères et sœurs, ils sont aussi dans l'entrepreneuriat ? T'as des frères et sœurs ou... Ouais, j'ai des frères et sœurs qui sont pas dans l'entrepreneuriat. Je suis le seul de la famille pour l'instant dans l'entrepreneuriat. J'espère qu'ils vont nous rejoindre prochainement. Ouais, donc finalement, le virus n'a pris pour le moment que chez toi, du coup. Le virus de l'entrepreneuriat. Ouais, on peut dire ça comme ça. Il n'a pris que moi pour l'instant. Mais je pense qu'ils y arriveront, Ouais, après... Et puis c'est vrai que c'est une période finalement où il y a plein d'idées qui émergent dans la situation actuelle. Elle est à la fois pleine de contraintes, donc elle rend parfois certaines choses plus difficiles, mais je pense qu'elle force entre guillemets la créativité. Par exemple, tu vois, Joe Baker, peut-être que s'il n'y avait pas eu la pandémie, vous l'auriez peut-être pas nécessairement mis en place là, peut-être plus tard, et que finalement ça permet de créer des nouvelles activités. Je suis d'accord avec toi que cette pandémie-là a accéléré beaucoup de choses. De toute façon, je pense que le business demain pourra pas se faire s'il n'y a pas une part de responsabilité dedans. Parce que c'est le monde qui veut ça maintenant. Des entreprises qui ont du sens. Alors, je dis pas qu'il faut qu'elles ont 100% de sens responsable, mais il faut qu'elles aient du sens quand même et de l'utilité pour les gens. Et de toute façon, on l'a vu dans l'écosystème des investisseurs, beaucoup recherchent justement ça actuellement. Et quand on peut avoir ces deux qualités-là, du business mais également du sens, c'est génial, il faut foncer. Faut pas hésiter à entreprendre. Et je dis toujours aux jeunes actuellement que rien n'est impossible. Hein, de toute façon, dans le monde d'aujourd'hui, dans celui de demain, l'avenir sera meilleur. Il faut juste croire en ses rêves et foncer. Ouais, c'est certain. Et en parlant investisseurs, du coup, pour le moment, au capital de Joe Bacash, donc il y a toi, ton papa, et
Et du coup, Claude Voisin qui vous a rejoint. Oui. Est-ce que du coup, c'est un projet d'aller chercher des investisseurs pour dans les prochains mois? Ouais, totalement. C'est on est en discussion avec pas mal justement de fonds d'investissement qui connaissent le projet. Et, on a des dates un peu fixes sur lesquelles on doit aussi répondre à notre calendrier en termes de volume, beaucoup de choses. Mais oui, on va solliciter une levée de fonds avant la fin de l'année. D'accord. Et c'est l'objectif, c'est d'avoir combien? Enfin, c'est d'aller chercher à peu près combien si je te dis combien maintenant, ils vont tous écouter le podcast et me coincer sur ça. Parce que l'objectif, c'est d'exploser, en fait, ces chiffres-là et d'aller peut-être chercher plus haut. Plus haut, ça marche. Donc, confidentialité sur le... Non, puis c'est vrai qu'après, c'est important, les fonds d'investissement permettent quand même vraiment d'accélérer. Ça, on parlait d'un autre invité que j'avais rencontré, Jean-Cédric Beccal de Trading, qui était lui aussi en plein roadshow pour aller lever des fonds. Et c'est vrai que ça permet quand même de passer à une vitesse supérieure pour un projet qui a du sens et puis qui est facilement scalable aussi, quoi. Totalement. Il y a plusieurs types de croissance. C'est celle-là où on va chercher des investisseurs qui nous permettent d'accélérer, d'aller chercher des volumes de chiffre d'affaires 5, 6, voire peut-être 10 fois supérieurs à ce qu'on avait dans le prévisionnel. Et puis après, il y a des entreprises qui peuvent également s'autofinancer avec le chiffre d'affaires qu'elles dégagent de leurs clients. Oui. Bon, ça, c'est de belles entreprises et qui nécessitent pas forcément de levée de fonds. Et donc, voilà. C'est bon, c'est à souligner que il y a la levée de fonds, c'est important, mais le principal, c'est d'abord les clients. Oui, bien sûr. Ouais. Après, c'est vrai que on va dire qu'au démarrage, ça permet d'avoir un peu plus d'aisance et puis peut-être pouvoir développer des services qu'on aurait mis plus de temps à développer. Totalement. Et puis du coup, après, d'engranger plus de chiffre d'affaires et totalement. Après, le reste suit. Après, c'est ça. Il y a des entreprises qui ont besoin de beaucoup de cash au début pour exister, pour aller vite. Et il y en a d'autres, en fait, qui n'ont pas besoin de beaucoup. Bon, nous, on a besoin de beaucoup de cash. Ne vous méprenez pas. Donc, investisseurs, si vous souhaitez rejoindre l'aventure Jobacash, n'hésitez pas à nous contacter et puis on prendra contact. Super. Oui, parce qu'entre, si tu veux développer des bureaux dans les différents pays où vous voulez être présent, il y a quand même des besoins en termes d'infrastructure, on va dire, des bureaux sur place, développer tous les services, c'est du boulot, c'est du boulot, c'est de l'argent, c'est ouais. Et il faut de toute façon. Mais ce qui est bien, c'est que chaque étape est programmée et une fois qu'on remplit cette étape-là, ça nous permet d'arriver à la suivante et ainsi de suite. Ok, super. Donc c'est plein de beaux projets en fait, tout ça. Ouais. Si je peux résumer. Ouais, plein de beaux projets. 2020 c'est bien terminé pour nous. On est également lauréat du programme French Tech Tremplin. Ah oui, génial. Donc c'est top. On est super ravis de ça et on va participer pleinement à ce programme. On a d'autres bonnes nouvelles qui doivent arriver, mais c'est pas encore finalisé. Donc je vais pas les donner malheureusement en exclu dans ton podcast. Mais suivez notre actualité sur les réseaux, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ouais. Ouais, c'est super. Et donc en parlant de la French Tech, tu es membre du board de la French Tech Hauts-de-France. Ouais, Hauts-de-France Sud. En fait, j'ai participé à l'appel à projet pour la communauté, donc qui regroupait Amiens et tout ce qui est autour, donc dans la Hauts-de-France Sud. Et on a eu la labellisation communauté. Et donc je fais partie du comité directeur de ça. Ok, donc finalement toi tu t'engages aussi pour les autres quelque part en faisant ça, les autres entrepreneurs de ton écosystème local. Totalement, je sais que c'est dur pour un entrepreneur quand il commence et qu'il est seul de pouvoir identifier les bonnes structures vers lesquelles il peut se retourner pour solliciter de l'accompagnement. Si on peut avoir des gens qui peuvent être là pour relayer les informations et aider à faciliter tout ça, c'est génial. C'est ce que moi j'aurais aimé au début, qu'on n'a pas forcément eu tout de suite, où on a cherché un peu. Mais aujourd'hui, si on peut l'avoir, il faut le faire. Et puis rendre aux gens, c'est toujours bon. Oui, et puis je pense qu'il faut pas rester tout seul quand on est entrepreneur. Tu vois, c'est vrai, dans tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés dans le podcast, finalement tous me disent on est allé chercher des conseils, on n'est pas resté dans notre coin parce que il y a moins d'idées dans un cerveau que dans plusieurs.
Et puis après, il y a des domaines où des fois, voilà, on n'est pas forcément à l'aise. Certains vont être hyper à l'aise dans la partie commerciale ou créative, et puis pas du tout dans le volet finance. Enfin, et que du coup, d'aller chercher des expertises via tous les réseaux qui existent, ça permet de gagner du temps. J'imagine que c'est ce que vous avez dû faire avec ton papa. Ouais, bah nous oui, on a dû aller chercher des gens pour nous accompagner sur le plan financier, comme tu l'expliquais, mettre en place la stratégie, business plan prévisionnel, accompagnement sur ça. Donc on remercie Maurice de Canopy pour son accompagnement. Voilà, c'est son genre de structure là qui nous accompagne parce qu'on n'a pas les moyens au début de pouvoir avoir un directeur financier rattaché à sa boîte, donc on trouve des alternatives. Et ces entreprises-là font partie de ces alternatives-là avec un super accompagnement technique, mais également humain. Également, et ça, c'est pas négligeable. Comme je le disais, l'accompagnement, choisir son équipe, c'est très important. Et là, ça en fait partie. Oui, bien sûr. Ouais, super. Et là, tu vois, le chrono tourne et on approche de la fin du podcast. Alors je te remercie en tout cas de tout ce que tu as partagé et puis surtout allez faire un tour sur la page LinkedIn de Joe Bakash pour suivre l'activité et puis l'application qui sera disponible à tous prochainement, je pense sur toutes les plateformes. Ouais, iOS, Android. Ok, super. Et du coup, je vais te poser les quelques questions de fin d'épisode. Oh. Alors, tu vois, ce podcast s'appelle La Boussole. Ouais. Et donc, la boussole, ça indique le nord. Mais au-delà de la géographie, pour moi, c'est surtout une direction, une ligne de conduite. Et donc, si tu avais un message à faire passer à nos auditeurs, qu'est-ce que ce serait ? Waouh, belle question. Ouais. Si j'ai un message à faire passer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Croyez en vos rêves, demain sera meilleur. N'ayez pas peur des échecs. L'échec ne fait que repousser pour moi le succès. Donc persévérance, résilience, on y croit fort. Super. Et est-ce que tu as dans ta semaine des moments qui sont importants pour toi, un peu, alors ça peut être, on peut dire des rituels, mais des fois ça peut être, c'est pas forcément tout le temps la même chose, mais est-ce que tu as des moments qui sont essentiels pour ton bien-être ? Ouais, à l'époque où on pouvait faire du sport en salle, c'était mes moments un petit peu où je m'évadais, où je pensais à rien, quand je joue au basket. Oui. Actuellement, c'est pas possible. Donc je me contente de pouvoir regarder le soir quand je suis pas trop fatigué un match de NBA. Et oui. Et ça me permet de me vider la tête et de penser à autre chose. Tu fais du basket par procuration en fait. Ouais, voilà. À travers les autres, quand ils mettent des paniers, j'ai l'impression que c'est moi qui ai marqué. C'est moi. Est-ce que tu aurais par hasard des livres ou des films ou séries même à nous recommander ? Alors, la dernière série que j'ai regardée, issue Netflix, c'était Lupin avec Omar Sy, que j'ai bien aimé également. Ouais, donc, carrément. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas. C'est 5 épisodes de pur bonheur. Oui, puis je crois qu'il y en a 5 à venir. On les attend, Ils ont déjà été tournés, en plus, c'est pas juste, quoi. Ils sont déjà tournés, ils les ont pas encore diffusés. Voilà, ça crée l'engouement, l'envie. Ouais, carrément. En plus, je crois que la série, elle cartonne aux États-Unis. Je trouvais ça super pour une série française. Ouais, non, c'est trop bien. J'adore Omar Sy, moi, en plus, alors. Voilà. Donc, allez regarder Lupin, si vous ne l'avez pas fait. Et enfin, est-ce que tu aurais un ou des invités à me recommander pour le podcast ? Oui, je peux te recommander Daniela Chana. Je sais pas si elle est déjà passée. Non. Voilà. La fondatrice de Bismart Edu. Super femme dans la tech et dans l'EdTech en plus. D'accord. Ouais, génial. Okay. Vraiment, Daniela Chana, je te la recommande. Et puis, Anthony Babkin, que je te recommande également. Okay. Le président et l'un des fondateurs de l'association Diversity Days. Voilà. D'accord. Ça marche. Je note. Super. Merci beaucoup, en tout cas, Loïc, pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé. Et puis, moi, je suivrai, du coup, avec intérêt la suite des aventures de Joe Bakash. Et bien sûr, je mettrai tous les liens dans les notes du podcast. Donc, n'hésitez pas à aller regarder l'actualité de Joe Bakash. Merci beaucoup, Claire. C'était un plaisir. Merci, Loïc. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussole podcast, tout en minuscule, tout attaché,
@gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.